8h36, notre invité ce matin, Louis Alliot, bonjour. Bonjour. Vice-président du Front National, député des Pyrénées-Orientales, Louis Alliot. Marine Le Pen était hier l'invitée d'RTL, interrogée sur Laurent Wauquiez. Elle a dit, je cite, « S'il est sincère, il devrait aller jusqu'à proposer une alliance. » L'a-t-il fait ? Est-ce qu'il a proposé une alliance ? On ne sait pas, il n'a pas répondu encore. Non. Mais je crois que ça connaît sa réponse. Voilà. Si vous voulez, on assiste depuis déjà longtemps entre une contradiction entre les discours portés par la droite telle qu'elle se présente et la réalité de ce qu'ils font lorsqu'ils sont aux affaires. D'ailleurs, M. Wauquiez, comme M. Sarkozy avant, tenait des discours sur la nation, sur l'Europe des nations, sur le travail, sur le mérite, sur ces choses-là. Alors le discours peut correspondre à ce que nous pensons, mais dès qu'ils sont aux affaires, c'est strictement l'inverse de ce qu'ils font. Et d'ailleurs, on le voit très bien. M. Wauquiez a avancé comme ça quelques points de programme qui ont tout de suite fait opposition dans son propre parti, y compris M. Copé hier, qui a dit que c'était scandaleux ce qu'avait dit M. Wauquiez, etc. Donc on voit bien qu'ils sont dans une opération de communication à l'égard de leurs adhérents, parce que nous, on sait ce que pensent à peu près, pas leurs adhérents, mais les gens qui les soutiennent sur le terrain. On les voit. Dans ma circonscription, moi j'ai été élu, je peux le dire, par une majorité de gens évidemment du Front National, Rassemblement Bleu Marine, mais au deuxième tour contre En Marche, par l'appui des électeurs des Républicains qui se sont reportés sur moi. C'est une évidence. Maintenant, alors, est-ce que vous êtes prêt à en parler avec Laurent Wauquiez ? Est-ce que vous lui dites ce matin, oui, nous allons prendre contact avec... Est-ce que vous me dites ça ce matin ? Monsieur Bourdin, on a toujours tendu la main. Je rappelle... S'il est élu président des Républicains... C'est à lui de se prononcer. Nous, on lui dit, il y a des choses qui convergent. Voilà. Est-ce que vous allez le lui proposer ? Est-ce que vous lui proposez ce matin une forme d'alliance, par exemple au municipal ? Justement, on peut parler effectivement des municipales en 2020. On peut se positionner sur des contrats de gestion locaux. On peut le faire, mais le problème, il est de savoir la réalité et la sincérité de ces politiques-là. Pour une raison quand même qui est assez simple, c'est qu'on nous disait le point d'achoppement avec nous, c'était l'Europe. Aujourd'hui, M. Wauquiez vient sur notre terrain. L'Europe ne fonctionne pas, il faut faire attention aux souverainetés, la souveraineté de la France. Bref, il a un discours qui pourrait apparaître comme pseudo-souverainiste. Sur l'identité, l'immigration, la sécurité... Et donc, il partage les mêmes idées que vous je ne sais pas s'il les partage. Dans les effets d'annonce, on peut s'y retrouver. Dans la manière dont il a gouverné et dont quelquefois il réagit dans sa propre région, on peut en douter. C'est un problème de sincérité. Mais à un moment donné, il ne peut pas jeter l'anathème sur 30% du corps électoral, ce que nous représentons. Et donc, au niveau de la démocratie locale des mairies, moi je dis que ces électeurs, nos électeurs, ont envie de bâtir des majorités communes pour les municipales. Bon, donc vous êtes prêt à bâtir des majorités communes pour les municipales ? Moi, je l'ai toujours dit, ça a toujours été ce que je pense sur le fond, et ça correspond à la réalité de ce que je peux voir sur le terrain. Bon, alors, vous parlez de sa sincérité, votre sincérité. Pourquoi est-ce que vous faites cette proposition ? Parce que vous sentez qu'il peut venir sur votre terrain, justement, séduire une partie de vos électeurs ? Non, sincèrement, ils ont fait le coup une fois. Oui. Ça ne fonctionne plus. Ils ont perdu d'ailleurs depuis Sarkozy. Mais Nicolas Sarkozy avait gagné en 2007. Oui, mais depuis, ils ont perdu toutes les élections. Monsieur Wauquiez. Monsieur Wauquiez a été ministre parce que précisément, ils n'ont jamais mis en application ce pourquoi ils ont été élus. Et ils gouvernent d'ailleurs, on va dire, avec le centre-gauche. Dans toutes les régions qu'ils gouvernent, en Pécresse, Monsieur Wauquiez, ils gouvernent avec des centristes. Ils ont les mains liées dans la manière dont ils veulent gouverner. Alors c'est maintenant l'heure de la grande clarification, non seulement pour ces partis-là, mais pour les argumentaires et le programme, et notamment sur l'Europe. Vous avez vu que Mme Merkel est en très grande difficulté sur précisément, notamment le projet européen. Eh bien, nous allons parler de Mme Merkel, de l'Europe, nous allons parler d'immigration, mais auparavant, je reviens sur les électeurs qui ont voté Marine Le Pen, 10 600 000 au second tour de la présidentielle. Voterait-il Marine Le Pen aujourd'hui, ces mêmes électeurs, selon vous? Vous avez vu l'enquête d'opinion il y a 3 semaines, ils seraient même un peu plus nombreux. Voilà. Ils seraient même un peu plus nombreux. Alors pourquoi n'arrive-t-elle pas à se faire entendre mieux? Pourquoi?
Écoutez, d'abord, il y a la responsabilité. Emmanuel Macron avance, bouscule le rythme de la vie politique française, je ne sais pas. Pourquoi là, monsieur Bourdin, il ne faudrait pas être de mauvaise foi, quand même. Okay. Oui, parce que le système médiatique, quand même, ne cesse de dire, ou n'a cessé de dire, le Front National est en difficulté, le Front National est en difficulté, le Front National est en difficulté. Très bien. Une fois qu'on a dit ça, il y a la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est que nous sommes en refondation. Nous sommes d'ailleurs les seuls à consulter nos adhérents sur les idées, pour savoir ce qu'ils pensent sur l'Europe, sur l'immigration. Et que ferez-vous de cette consultation? Eh bien, elle sera rendue publique et au moment du Congrès, les électeurs choisiront. Le non est en débat. Au moment du Congrès, il n'y a qu'une candidate à la présidence du parti. Oui, mais ça ressemble à En Marche, finalement. Non, parce qu'en Marche, vous ressemblez, quoi. En Marche, rien ne change. En Marche, il a été désigné. Chez nous, il y a des procédures, des statuts qui sont des statuts. Elle est désignée déjà. Non, elle n'est pas désignée. Mais elle est seule candidate. Il faut que 20 secrétaires départementaux lui apportent un parrainage, etc. S'il y avait eu un autre candidat, il aurait très certainement obtenu les 20 parrainages pour se présenter. Il n'y en a pas eu. C'est comme ça. Donc elle est déjà désignée. Mais attendez, peut-être que la fois prochaine, il y en aura. Vous n'en savez rien. Voilà. Je sais pas, nous sommes dans un processus démocratique. Nous allons élire d'ailleurs nos délégués qui sont aussi élus au suffrage universel direct de tous les adhérents, contrairement à la plupart des partis politiques. Et qui sera candidate en 2022? Enfin, vous ne savez pas encore. Dans tous les cas, où sera la France en 2022 au rythme où nous allons? Alors, dans tous les cas, le président ou la présidente du Front National en 2021, choisi en 2021, sera le candidat ou la candidate en 2022. Ça paraît une évidence. Ça paraît une évidence. Marion Maréchal Le Pen, qui serait plus populaire que Marine Le Pen au Front National, ça vous fait sourire. Oui, ça fait sourire. Ça vous fait sourire, oui. Je leur manque à ce point-là, dit Marion Maréchal Le Pen. Oui, elle manque. Est-ce qu'elle manque? Mais de toute façon, quand il y a des talents, il manque toujours au débat. Elle manque là. Vous savez, quand vous partez, sincèrement, elle a pris sa décision. Non, mais est-ce qu'elle manque? Moi, je pense que, vous savez, on est très vite remplacé en politique et qu'on vous oublie très vite. Donc voilà, on continue, elle n'est pas là et ça continue à marcher. Comme Philippot n'est pas là, ça continue à marcher. Voilà, parce qu'à un moment donné... Les absents ont toujours tort? Exactement, les absents ont toujours tort. Et comme on dit, les cimetières sont pleins de gens qui se croyaient indispensables. La politique, c'est ça. Parce qu'il y a la vie, elle avance, elle ne va jamais en arrière. Et il faut bien préparer l'avenir. Et nous préparons l'avenir aujourd'hui. Alors, vous avez un autre point commun avec Laurent Wauquiez. Pas de primaire au Front National, pas de primaire, dit-il, aux Républicains. Ah ben eux, ils en ont fait les frais quand même. Oui. Nous avons toujours, nous, été opposés en considérant que c'était contraire aux institutions de la Ve République. Vous imaginez, vous, le général de Gaulle, se présenter à des primaires au sein d'un parti politique? C'est contraire à l'esprit. La présidentielle, c'est la rencontre d'un homme avec un peuple ou d'une femme avec un peuple et pas les petits arrangements politiciens des primaires dont on a vu le résultat, non seulement à droite avec M. Fillon et consorts, mais à gauche. Les deux partis qui ont installé les primaires en leur sein... Elles sont mortes, les primaires? L'un est en train de disparaître, l'autre est peut-être en voie de disparition. Aussi. 8h44, Emmanuel Macron va recevoir Marine Le Pen demain. C'est bien cela. C'est ça. Pour parler d'Europe. Je vais vous parler d'Europe. Mais auparavant, est-ce que Marine Le Pen va l'interroger sur les ennuis financiers que rencontre aujourd'hui le Front National? On ne rencontre pas d'ennuis financiers directs. Ah bon? Mais indirect. Mais Marine Le Pen tiendra une conférence de presse mercredi pour mettre en cause un certain nombre d'institutions financières des banques qui se comportent mal avec la démocratie et le pluralisme. Mais pourquoi vous en serez plus, voilà. Mais pourquoi? Parce qu'elles ne vous financent pas? Même pas parce qu'elle refuse de vous... Non? Je remarque que la Société Générale fait beaucoup de cadeaux aux Républicains, notamment en retravaillant leurs dettes, alors qu'ils ont 50 millions d'euros de dettes, ce qui n'est pas notre cas. C'était ou c'est notre banque jusqu'à présent. Vous en saurez plus mercredi lors de la conférence de presse. Conférence de presse, vous portez l'affaire sur la place publique. Parce que vous pensez qu'il y a un déni de démocratie dans cette affaire? Écoutez, nous avons passé notre présidentielle et nos législatives à chercher des prêts bancaires auprès des institutions financières françaises. Nous n'avons pas réussi à en obtenir. Les Français doivent savoir que la démocratie est entre les mains de l'argent. Voilà. Et que l'État ne fait rien pour précisément préserver cette indépendance des partis politiques constitutionnellement reconnue par la démocratie française et qui pourtant sont victimes de certains agissements. C'est l'heure de les dénoncer. Et encore une fois, vous verrez, Marine Le Pen mercredi, il mettra toute sa dynamique pour le faire. Bien, l'Europe cause de tous les maux, de tous nos maux.
écoutez, moi si j'en juge à la réaction de l'ensemble de la classe politique, pas seulement en France mais en Europe, l'Union européenne ne fonctionne plus. Voilà, c'est vrai au niveau de l'Allemagne, puisqu'aujourd'hui ils ne sont pas d'accord sur le futur, c'est vrai en France. Vous savez, les débats parlementaires à l'Assemblée, notamment sur la contribution financière au budget de l'Union que nous avons eu au Parlement, tous les groupes politiques s'accordaient à dire ça ne fonctionne pas, on ne peut plus continuer comme ça, même si on va leur donner cette année 2,5 milliards supplémentaires au budget communautaire. C'est donc bien que si elle ne fonctionne plus, il faut en changer. Mais c'est donc bien aussi que nous avions raison depuis longtemps en disant « Attention, nous allons droit dans le mur et vous ne faites rien pour empêcher cette dérive néfaste de ces institutions européennes. » S'il y a de nouvelles élections en Allemagne, ce qui est possible, nous en saurons plus aujourd'hui, est-ce que vous soutiendrez sans état d'âme l'AfD ? L'extrême droite allemande. Écoutez, moi ce que je soutiens, c'est la refondation de mon parti. Oui, d'accord, mais je vous pose la question. Est-ce que vous êtes un soutien sans état d'âme de l'AfD ? Nous ne sommes pas un soutien inconditionnel, puisque les gens que nous soutenions à l'AfD ont quitté l'AfD et ont créé un autre parti politique. Donc nous observons la situation, et au moment où elle se présentera, nous dirons ce que nous en pensons. Mais pour l'instant, non. Comme ça, et par principe, sur les idées, nous défendrons les patriotes qui défendront une Europe des patries, on va dire. Mais là, aujourd'hui, l'AfD, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Est-ce que le nationalisme n'a pas suffisamment tué en Europe ? Non ? Louis Alliot ? Non, je dis ça comme ça. L'appel au nationalisme. Est-ce que vous ne croyez pas que le communisme a plus tué en Europe ? 100 millions de morts. Mais on n'est pas revenu au communisme. Le communisme a disparu. Non, il y a encore un parti communiste, le seul en Europe qui s'appelle communiste d'ailleurs encore. Et dont il faudra un jour faire le procès. Parce que ces gens-là donnent des leçons de démocratie. Ces gens-là, faire le procès. Bien sûr. Ces gens-là instaurent une censure, notamment de vocabulaire, une censure idéologique, alors qu'ils ont, dans l'histoire de l'humanité, été responsables de plusieurs dizaines de millions de morts. Nous allons parler d'immigration, nous allons parler de ce qui se passe en Libye, mais dans la polémique Charlie-Mediapart, où êtes-vous ? Plutôt sur Charlie. Et Dieu sait, si Charlie n'est pas ma tasse de thé, je ne l'ai jamais acheté, je vous le dis, je ne l'achèterai jamais. Mais effectivement, la liberté d'expression, pour moi, elle doit être totale. Et le fameux slogan au moment des attentats, on est Charlie ou on ne l'est pas. Si on est Charlie, on accepte tout. On accepte les critiques contre les chrétiens, le catholicisme, contre les juifs, contre tout le monde. Voilà, ça, c'est être un esprit libre. Voilà. Et tolérer aussi qu'en retour, il y ait une totale liberté d'expression. Le problème aujourd'hui, c'est que M. Plenel laisse à penser et amalgame lui-même l'islam dont on a le droit et le devoir de critiquer. Il n'y a pas de blasphème en France, c'est terminé. On a le droit de critiquer toutes les religions, y compris l'islam. Ce n'est pas de l'islamophobie, mais c'est M. Plenel qui dit quand on critique l'islam, on s'en prend aux musulmans. Eh bien, c'est faux. Parce que moi, je regarde un peu les réseaux sociaux, etc. Vous avez aujourd'hui beaucoup de musulmans qui en ont marre d'être assimilés à Tariq Ramadan, à ce que défend M. Plenel ou Mediapart, etc., etc. Il faut faire la différence entre les musulmans, qui sont des individus que nous avons chez nous, qui votent pour nous, pour un certain nombre d'entre eux, et puis l'islam, qui n'est qu'une religion, et qu'on peut critiquer. Et je crois que même quelquefois, on doit la critiquer, parce que sous certains aspects, dans son volet, on va dire, d'islamisme radical, elle pose aujourd'hui un gros problème à la France. Il n'y a pas assez de mosquées en France ? Écoutez, je ne sais pas, j'ai vu qu'en Seine-Saint-Denis, il y a plus de mosquées que d'églises. Et pourtant, il y a des gens dans la rue qui font mine de s'émouvoir qu'il n'y en ait pas. C'est pas en Seine-Saint-Denis. Hein. Parce que dans l'affaire de Clichy... C'est pas en Seine-Saint-Denis. Parce que là aussi, dans l'affaire de Clichy, c'est une querelle entre deux associations. Parce qu'en plus, la France, non seulement on la met en accusation pour créer soi-disant des mosquées, je vois pas au nom de quoi, mais en plus, on est obligé... Attendez, c'est important. On est obligé de s'immiscer dans des affaires internes de l'islam en nationalité, les Marocains contre les Algériens, les frères musulmans contre les Tunisiens, etc., etc. Stop, voilà. À un moment donné, la République, elle est laïque, elle ne doit s'occuper que de cet espace-là. S'ils veulent, d'ailleurs, on construit une nouvelle mosquée. Il y a plusieurs salles de prière. Une nouvelle salle de prière. Et il y en a déjà dans le sud de la ville. Vous savez bien. Vous savez 2400 mètres carrés. Oui, je me suis renseigné. Et d'ailleurs, géré par une association de Turcs, si j'ai bien compris. J'allais vous le dire, c'est là que moi je m'oppose à ces choses-là. Il n'y a pas d'islam de France, il y a un islam dévoyé à des pays étrangers. C'est une mosquée turque, une mosquée algérienne, une mosquée marocaine, une mosquée je ne sais quoi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que des pays étrangers dirigent la foi de mosquées sur notre propre territoire. Alors, comment faites-vous? Il va falloir que ça s'arrête. Il faut que l'État intervienne?
L'État d'abord... Comment faire L'État devrait refuser d'abord la communautarisation précisément de cette religion, la nationalisation. Mais comment faites-vous? Il y a une loi, il faut la respecter. Alors allez-y, voilà, il faut interdire les financements étrangers notamment. Bon, est-ce que c'est fait? C'est pas fait. Il faut interdire que des pays étrangers nous envoient des imams. Une mosquée doit être financée par les fidèles. Vous vous rendez compte quand vous avez les frères musulmans qui dirigent des imams dans des mosquées, ce que ça peut donner? Eh bien ça, il faut s'élever contre cela, l'interdire, et quand il y a le moindre propos, vu la situation aujourd'hui gravissime, les mettre dehors, on les renvoie chez eux. C'est la seule solution. Donc l'État doit intervenir, absolument. Mais bien sûr que l'État doit intervenir. L'État doit intervenir à la fois dans le choix des imams, dans la formation des imams, ben oui. Ben évidemment. Évidemment. Ça me paraît... Et dans le financement aussi des lieux de culte? Mais il doit pas, ça c'est la loi. C'est aux fidèles de se financer les lieux de culte. On ne peut pas tolérer qu'il y ait des pays étrangers qui viennent financer les lieux de culte. Sinon c'est une aberration. Et malheureusement nous sommes dans une aberration. Mais un mot là-dessus. Oui. On aurait dû confier, précisément depuis déjà longtemps, l'organisation du culte musulman en France aux harkis et aux descendants de harkis, parce qu'on avait la garantie avec eux qu'ils n'étaient inféodés à aucune puissance étrangère et qu'ils défendraient la France, l'histoire de France, la mémoire de France, bec et ongle. On ne l'a pas fait, on a préféré leur bourreau. C'est ça le drame de la France. Bien, CNN, le reportage. Vous l'avez vu ce reportage de CNN sur l'esclavage en Libye? Oui, c'est dramatique. Oui. Mais je veux dire, c'est pas qu'en Libye à mon avis. Oui. Mais M. Bourdet, on le sait depuis longtemps. Un jour, je vous présenterai un pêcheur au gros de mon département, au thon, un pêcheur de thon, qui vous dit ça fait 10 ans qu'on ramasse des cadavres en Méditerranée, ça fait 10 ans qu'on connaît les filières, notamment en Libye, etc. Tout le monde est au courant de ce qui se passe. Vous voyez que les bateaux pneumatiques que vous voyez circuler en Méditerranée avec des migrants, il faut bien les construire, ils sortent bien de quelque part, ils ont des moteurs, ces choses-là sont vendues par des réseaux. L'armée française, la France est au courant. Pourquoi on ne fait rien? On est allé intervenir à Benghazi, paraît-il, pour empêcher un bain de sang. Aujourd'hui, nous avons le bain de sang et un esclavagisme moderne par rapport à l'Afrique dont personne ne parle. Moderne, il n'y a pas d'esclavagisme moderne, il y a un esclavagisme. Voilà, tout simplement. Sans compter le soutien des gouvernements français à des dictateurs africains qui permettent précisément la misère de leur peuple et qui les poussent à l'immigration. Et ça, on doit en sortir rapidement. Vous avez tout un tas de pays comme ça. Je pense au Congo-Brazzaville, par exemple, qui est on va dire, une semi-dictature aujourd'hui. Personne ne dit rien. Tout le monde s'en fout, ça continue comme avant, et je ne suis pas persuadé que les réseaux de la France-Afrique ne soient pas encore présents aujourd'hui dans le monde politique. La France va accueillir les premiers réfugiés évacués de Libye par le HCR au Niger. C'est le rôle de la France d'accueillir aussi. Mais quand il y a des situations dramatiques, c'est pas facile de dire on ne va pas accueillir. C'est pas facile de dire on vous remet à l'eau. Oui, mais Monsieur Bourdin, dans l'Afrique qui démographiquement explose, qui implose par les guerres civiles, par la misère économique, etc. Mais nous avons alors vocation à recueillir des centaines de millions de personnes à l'avenir. À un moment donné, il faut être cohérent. Soit on veut stopper l'immigration et on fait un vrai co-développement avec l'Afrique et on y met les moyens et on arrête de soutenir un certain nombre de dictatures, soit on ne le fait pas, eh bien on subira et nous serons submergés. Voilà la vérité. Merci Louis Alliot d'être venu nous voir. Merci. Il est 8h55, RMC et BFM TV. Et dans le journal de 9h sur BFM TV, l'Allemagne entre en zone de turbulence. Angela Merkel n'a pas réussi à former une coalition. Voilà qui fait naître des doutes sur l'avenir politique de la chancelière et des incertitudes sur son projet européen. À tout de suite.